Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'échéance finale de cette année 2023 avec l'expiration passée au cours de cette séance de différents contrats futurs, produits dérivés sur indices. C'était donc l'échéance mensuelle et même trimestrielle, la dernière de cette année 2023, avec depuis 2 mois maintenant un rallye généralisé qui s'est étendu de novembre à décembre. On a vu un CAC 40 franchir allègrement les niveaux des 7600 points ces derniers jours pour marquer un top au-delà de 7650 points. On va peut-être clôturer ce soir pour la première fois pour l'indice parisien au-delà du niveau des 7600 points. Et le CAC 40 n'est pas une exception. Tous les grands indices sont à leur sommet annuel, voire historique désormais. Qu'on regarde le DAX, qu'on regarde le S&P ou encore le Dow Jones qui clôturait un niveau record hier soir dans la foulée des communications de Banque centrale et notamment de la Réserve fédérale américaine. Pour cette dernière échéance de l'année 2023, évidemment, les 3 sorciers de Smart Bourse ont été convoqués. Ils seront avec nous en plateau pendant une quarantaine de minutes pour revenir sur cette fin d'année et ce rallye de fin d'année spectaculaire. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque 3e vendredi du mois après l'échéance, notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Nous parlerons du market timing avec Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, avant d'accueillir nos 3 sorciers, les infos clés du jour sur les marchés avec des semaines de hausse qui se suivent et qui s'enchaînent pour les indices européens et américains. Le résumé de cette fin de semaine avec Pauline Gratel ce soir dans Smart Bourse. La Bourse de Paris est en passe de boucler une nouvelle semaine positive, la 5e semaine consécutive, après avoir atteint de nouveaux records historiques à plus de 7650 points pour le CAC 40 hier, dans le sillage des réunions des banques centrales et notamment de la communication de la Réserve fédérale américaine. À ce sujet, on notera la prise de parole d'un membre influent de la Fed, le président de la Fed de New York, John Williams, qui s'est exprimé dans les médias américains pour tenter de calmer les ardeurs des marchés concernant les baisses des taux anticipées pour l'an prochain. Contrairement à ce que suggérait Jérôme Powell mercredi soir, Williams indique que le sujet des baisses des taux n'est pas à ce stade la préoccupation première de la Fed. Du côté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance des enquêtes de conjoncture PMI flash pour le mois de décembre. Concernant la zone euro, on constate une accentuation de la dégradation de l'activité privée au mois de décembre. L'indice composite recule à 47 après 47,6 en novembre. Une tendance qu'on a également observée en France et en Allemagne. Du côté de la Chine, les ventes au détail et la production industrielle ont progressé en novembre selon le Bureau national des statistiques. La production industrielle a progressé de 6,6% en rythme annuel, sa plus forte hausse depuis plus d'1 an. Concernant les ventes au détail chinoises, la progression est moins forte qu'espérée par les analystes. Ils prévoyaient une hausse de 12,5% et l'indicateur est finalement ressorti à 10,1% en novembre contre 7,6% le mois précédent. Outre-Atlantique, à New York, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York chute à moins 14,5 en décembre, alors que le consensus l'estimait proche de zéro et qu'il était à plus 9,1 le mois précédent. Toujours aux États-Unis, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de la production industrielle qui est quasiment conforme aux attentes et qui progresse de 0,2% en novembre sur un mois. Du côté des valeurs, Atos s'envole de plus de 25%. Selon le Figaro, Airbus s'intéresse au rachat de BDS, qui regroupe les activités de cybersécurité, big data et supercalculateurs du groupe Atos. Autre envolée aussi aujourd'hui à la Bourse de Paris, l'entreprise Chargeur qui bondit d'environ 30% après que son dirigeant ait proposé une offre publique d'achat à 12 €. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. C'est Pauline Gratel qui nous accompagnait ce soir sur Bismart.
Échéance mensuelle, échéance trimestrielle et échéance finale de cette année 2023. Nous accueillons donc les 3 sorciers dans Smart Bourse ce soir. Romain Debré à nos côtés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et Philippe Béchade avec nous, évidemment, à distance, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Philippe, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous et de vous joindre à nous en visioconférence pour cette dernière échéance de l'année 2023. Romain, on avait déjà commenté en novembre. Alors l'échéance avait eu lieu le 17 novembre, je crois, de mémoire, qui avait déjà été une 17, je crois, qui avait déjà été une échéance. On est en train de vérifier. Donc déjà, qui avait déjà été une échéance qui marquait une rupture par rapport aux mois et aux échéances précédentes. On avait déjà eu une belle échéance en novembre et on se retrouve avec une échéance de décembre dans la lignée de ce qu'on avait pu observer au cours du mois de novembre. Mais effectivement, le même pourcentage de progression, quasiment 5,22% de progression de compensation des futurs CAC 40 du mois de novembre à celle du mois de décembre. 7608,00 points pour la compensation du futur CAC 40 à 16h tout à l'heure. Donc 377 points de hausse, c'est effectivement encore un mouvement assez impressionnant parce que dans la continuité d'un mouvement qui avait déjà été fort avant, avec des éléments extrêmement intéressants de contre-pied sur les indices américains qui avaient donné des signaux, des débuts de signaux baissiers sur le S&P, sortie de canal haussier de long terme, et puis surtout un consensus très très pessimiste au mois d'octobre, avec un ratio de couverture qui indiquait que les opérateurs étaient très couverts, 2 options de vente pour une option d'achat à ce moment-là, et puis un contre-pied donc très violent en amont des publications trimestrielles des entreprises américaines qui a été comme souvent meilleur qu'attendu, et donc un rallye haussier. On a appris à la dernière échéance, on l'évoquait, que beaucoup de vendeurs à découvert avaient été coincés dans ce rallye, qu'ils avaient perdu à l'époque 43 milliards de dollars sur les marchés américains. Bloomberg a réajusté les chiffres il y a quelques jours, c'est 80 milliards de dollars maintenant. Wow, ça a doublé de pertes encaissées, d'où le mouvement qu'on a vu. Les pertes des vendeurs en 2 mois, enfin en 2 échéances, sont de 80 milliards. Aux États-Unis, manifestement. Ouais. Donc c'est dire le consensus baissier qu'il y avait, les stratégies baissières qu'il y avait sur des indices américains, et le rachat de short. Alors en plus, il y a deux choses importantes sur les marchés dérivés en termes de phénomènes. Le deuxième, c'est que pour ceux qui étaient plutôt optimistes ou neutres, on va dire les arbitragistes notamment, ils n'avaient pas anticipé le débordement de certains niveaux techniques. Ça a créé vraiment un phénomène important. Je le surveille depuis quelques mois et je l'avais signalé, il n'y avait pas d'options ouvertes ou très peu sur le CAC 40 au-delà de la zone 7003-7004. Je me disais que c'était un signe qu'on ne le déborderait pas. À noter que pour le mois de janvier, pour l'instant, il n'y a rien d'ouvert au-delà de 7006. Donc on va voir comment ça se construit. Mais quand le niveau a été atteint puis débordé, ça a créé aussi un phénomène technique d'arbitrage. Les arbitragistes doivent équilibrer leurs positions. Plus on approche de l'échéance, plus il est nécessaire d'équilibrer les positions et donc d'alimenter ce mouvement de hausse. Et on a vu des journées entières se construire sur un rythme d'une linéarité impressionnante, sans aucun retracement. Je crois que le plus gros retracement qu'on ait connu depuis le mois d'octobre sur le CAC 40, c'est de l'ordre de 2%. Et des journées, des séquences entières de hausse comme on a, mécanique. Alors, en plus, le graphique du DAX qui est vertical. C'est vertical. C'est vertigineux, très régulier, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit des paliers atteints et des résistances majeures qui sont débordées comme si elles n'existaient pas, ce qui est assez impressionnant. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des micro-retracements, on vient s'appuyer dessus. Donc elles sont encore observées par le marché, mais c'est ce débordement technique. Alors là-dedans vient s'engouffrer l'algorithme, le trading automatique, qui voit un trend et qui l'exploite et qui continue, plus ceux qui voient des figures de retournement haussière se mettre en place. Et c'est là où il y a, en plus de ce côté technique, de la participation, de l'élargissement sur plusieurs secteurs. On l'avait évoqué le mois dernier, entre autres tout ce qui était lié à la baisse des taux et donc l'immobilier. Et puis il y a un autre phénomène qui est extrêmement intéressant, c'est le contre-pied psychologique, parce que j'ai rarement vu passer le sentiment du pessimisme assez appuyé au 26 octobre, avec un ratio de couverture qui était donc de 2 options de vente pour une option d'achat. On rappelle toujours que c'est 0,80, 1,20 une moyenne théorique. On était à 2, donc très pessimiste, à la clôture d'hier soir, 0,56, 0,59 sur le CAC 40 et l'Eurostoxx. Ce qui est quoi ? La configuration d'une complaisance ? Limite d'euphorie. Limite d'euphorie. Alors, il faut préciser. Donc en 1 mois et demi, on est passé d'un niveau de pessimisme important. à
une situation limite euphorique. Limite euphorique. Alors, il faut préciser pas mal de choses à ce sujet aussi. Après, je passerai la parole, mais c'est important. Limite euphorique, pourquoi ? On a fixé arbitrairement, par exemple, sur le VIX, 12,10 comme point de repère. On oscille autour. On a même ouvert en dessous une fois sur le VIX, donc l'indice de la volatilité à 30 jours sur le S&P. On a ouvert une fois en dessous. Et il se trouve qu'on n'avait pas vu ça et pas fait ça depuis 4 ans. Donc, c'est important. Maintenant, quand le sentiment se retourne de façon aussi brutale, c'est pas comme s'il était installé depuis des semaines et des mois. Donc, le risque... On ne baigne pas dans l'euphorie depuis 6 mois. Exactement. Oui. Donc, le risque, à mon sens, est moindre. On va pouvoir en discuter. Mais en tout cas, à court terme, on a vraiment tiré très fort sur l'élastique et sur des oscillateurs qui sont scotchés au plafond, des indicateurs techniques qui atteignent des niveaux d'excès qui sont impressionnants et des niveaux d'entracement qui ne se mettent pas en place. On a une explication à ça, hein, les vendeurs coincés, l'aspect technique. Mais comme on le sait, et on est là pour cette raison-là, l'échéance technique des marchés dérivés est souvent un moment pivot. On l'a vu plusieurs fois. Il peut se passer des choses dans les jours qui viennent. Encore faut-il un déclencheur. Le dernier gros rendez-vous, c'est la semaine prochaine, avant la fin de l'année. C'est l'indice PCE des prix à la consommation des ménages, vendredi prochain. Ouais. Est-ce qu'on trouvera autre chose d'ici là ? J'en sais rien. Mais pour l'instant, effectivement, on a besoin de souffler manifestement. Bon. Comment vous regardez cette dernière séquence de hausse, alors qui amène tous les indices sur des sommets annuels, voire historiques, avec quand même une régularité, comme le disait Romain, assez spectaculaire, très peu de résistance. Est-ce que cette construction reste saine à ce stade, Jean-Louis ? Alors, sur les faits, je ne peux que être d'accord avec Romain. Sur l'appréciation... La seule que tu as parlé, c'est le pessimisme qu'il y avait en octobre. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y avait pas de pessimisme, il y avait de la méfiance, c'est tout. Il n'y a pas de pessimisme. Les investisseurs n'avaient pas trop de conviction et ils ont été bercés de belles paroles constamment, surtout en provenance des États-Unis. Et les anticipations de baisse des taux ont été incroyables, très agressives. Aujourd'hui, alors je ne suis pas un spécialiste de ce secteur, mais on anticipe 150 points de base de baisse des taux. Il y a quelques jours, c'était 115, alors que Powell a dit 0,75. Donc, tout est basé sur les taux, rien que les taux. Après, tous les arbitrages qui vont avec, et voilà, des acteurs de la gestion qui se sont laissés porter, puisque de toute façon, il n'y avait aucune alerte. Il n'y avait rien, au contraire, on était plutôt à chercher les bonnes idées. Et avec ces taux qui n'ont cessé de baisser, sont apparus des relais de valeurs justement endettées, sensibles aux taux. Donc on a eu l'explosion ces derniers jours de l'immobilier, on a eu l'explosion aussi des banques qui sont reparties à la hausse. Après, l'argent étant un peu plus peut-être facile, il y a eu des OPA, en veux-tu, en voilà. Donc ça dope le moral, etc. Donc on a eu vraiment un alignement des planètes exceptionnel, avec des marchés donc qui ne faisait pas grand-chose pendant de longues périodes. On l'a vu. Il ne se passait rien, mais zéro faiblesse. On se contentait, quand on achetait le DAX, comme ça en intraday, quand on avait 0,3% de retracement, on était content. Et des événements, donc des statistiques, on l'avait dit, data dépendantes, etc., mais des statistiques qui, à un moment donné, nous faisaient grimper d'un cran violemment. Et puis, on restagnait et ça reprenait un cran, etc. Est-ce que le renversement qu'on a vu sur les taux, effectivement, c'est le point majeur. Tous les gérants actions me disent aujourd'hui, de toute façon, moi je suis une fonction dérivée des taux, donc je regarde les taux, c'est la première chose que je regarde le matin. 5% sur le 10 ans américain en octobre, au moment où on décrit alors ce pessimisme ou cette méfiance. Ouais, on peut préciser les choses, mais ça dépend de la place. C'est-à-dire si en Europe, effectivement, c'était un peu plus, et je n'ai pas parlé ni de peur, ni de panique, mais de pessimisme. Et aux États-Unis, s'ils ont perdu 80 milliards de dollars sur des rachats de short, c'est qu'il y avait du pessimisme. C'est qu'il y avait des gens short. Il y a des shorts. 80 milliards de dollars, c'est quand même du pessimisme. Non, juste, on est passé sur la baisse du marché. 10 ans américain est passé de 5 à moins de 4%, effectivement, en un mois et demi. En Europe, je suis plus d'accord avec toi. Non, parce que c'était pas la même chose. C'était encore une fois plus ténu. Mais aux États-Unis, 80 milliards de dollars de short, c'est qu'on pariait sur la baisse du marché. Ma question, Jean-Louis, est-ce que ce qu'on a vu là, c'est l'amorce d'une tendance pérenne qui peut
courir devant nous encore pendant quelques temps, ou est-ce que c'est quelque chose, comme vous dites, d'assez exceptionnel, d'un alignement de planètes parfait, d'une conjonction de planètes parfaites, qui ne peut avoir qu'un temps? J'ai envie de rajouter, avec l'année électorale aux États-Unis. Oui. Non, mais c'est important de... Oui, enfin, il y a plus de la moitié du monde vote l'an prochain ou dans les 12 mois qui viennent. Ouais, mais enfin, les États-Unis sont... Oui. États-Unis. C'est très compliqué à se projeter, puisque on a des événements qui sont susceptibles de renverser l'ambiance. Alors, pour l'instant, si vous voulez... Sur le plan technique, il y a une alerte sur le DAX. On a l'impression que le SP 500 donne un signal d'arrêt temporaire aussi. Ce sont des signaux pour l'instant d'arrêt temporaire. Est-ce qu'on peut remettre en cause une tendance sur 2 jours? Non. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on ne peut penser qu'à un arrêt temporaire, ce qui va aller dans le sens de ce que Romain dit chaque mois. Et moi également, c'est-à-dire... C'est le lendemain d'échéance, voilà. C'est les prochains jours qui seront importants pour... Les pressions techniques diminuent, on va regarder... La poussière retombe un peu. D'accord. Et les recos que j'ai fait en tout cas ce matin, c'était de dire aussi, écoutez, on va laisser digérer les dernières déclarations des banques centrales. On verra peut-être lundi, mardi, comment les convictions vont revenir sur les marchés. Philippe, votre bilan de cette dernière échéance de l'année 2023, je crois que dans les séries statistiques que vous suivez mieux que moi, Philippe, je me souviens qu'on avait eu, je crois, 6 semaines consécutives de baisse du S&P 500 qui ont été complètement effacées par 7 semaines de hausse consécutive pour le marché américain, en incluant évidemment cette semaine-là. Oui, en effet. Et les 6 semaines... de consolidation qui avait débuté en fait fin juillet, alors que on venait de gagner plus de 10% à Paris, à Wall Street, et ces 10% de gains, c'était sur fond d'attente d'une nouvelle hausse de taux, et surtout, fin août, on espérait un discours accommodant de la Fed à Jackson Hole, qui n'est pas venu. Et c'est ça qui a un petit peu plombé jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais le rebond auquel on a assisté, évidemment, il est sans commune mesure avec la consolidation qui avait précédé, puisqu'on est à plus 17%, par exemple, de hausse sur le Nasdaq. Et par rapport au sommet, le Nasdaq n'avait perdu que moins 12, le S&P moins 10, et derrière, il en reprend presque 14. Et ce qui est, il faut s'en souvenir. Mais début janvier, le CAC gagne 14% parce que le discours et toutes les études qu'on peut lire à droite à gauche nous disent « Ah, la Fed va pas tarder à nous parler d'un pivot ». Mais attendez, même en octobre, novembre 2022, rappelez-vous également cette hausse de plus de 12% du CAC 40, et à l'époque c'était « L'inflation est en train de refluer ». La Fed ne va pas tarder à nous parler d'un pivot. Et à chaque fois, on nous a vendu, et cela s'est traduit par 10, 12, 15% de hausse des indices, le pivot imminent. Donc on l'a déjà payé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ce coup-ci cet automne, là vraiment, effectivement, le discours de la Fed s'infléchit, et derrière, ça embraye, et c'est une série haussière qui est sans précédent, puisque vous me demandiez si effectivement on avait des séries comparables. Alors on a eu des hausses encore plus spectaculaires entre novembre et décembre, on a déjà eu des fois 15% de hausse, mais avec des retracements là, c'est totalement linéaire. Bon, le graphique du DAX est assez parlant, ça ne retrace jamais, et ça c'est un comportement qui évidemment n'a rien à voir avec un comportement humain, puisqu'on a quand même eu pas que des très bonnes nouvelles statistiquement ou sur le front géopolitique. Et tout récemment, on apprend que le Congrès américain vote pour la poursuite de l'enquête en vue d'un impeachment de Joe Biden. Et vu ce qu'on a extrait du laptop de son fils Hunter, comme on dit, il y a du lourd. Donc on est devant une incertitude totale. Alors d'abord, la santé mentale de M. Biden, c'est peut-être ce qu'il sauvera en cas de procès. Il ne se souviendra plus de rien, il ne comprendra même pas de quoi on lui parle. Mais est-il d'ores et déjà en mesure de se présenter pour un deuxième mandat? Il y a de quoi en douter
fortement. Alors, je vais quand même, j'ai oublié de le dire en préambule, mais je voulais absolument faire ce cocorico. Vous savez que le DAX n'est pas l'indice le plus performant en Europe. Bon, certes, il y a Milan, mais c'est bien le CAC 40 Global Return. Il est à presque 22% de hausse, alors que le DAX, son frère jumeau, le DAX qui agrège les dividendes, n'est qu'à plus 21. Donc Paris n'a absolument pas à rougir. Paris fait aussi bien que l'Allemagne. Donc vraiment, tout va bien. Et pour 2024, on est parti sur une hypothèse de stagnation, voire même de récession en Allemagne, puisque leur budget, là aussi, ça aurait dû faire réagir les marchés. Quand le Conseil des sages a bloqué l'enveloppe de 60 milliards de relance, ce qui foutait complètement en l'air toutes les prévisions de croissance pour 2024, le DAX n'a pas réagi. On a complètement changé la perspective du budget 2024. Il n'y a plus de croissance, rien à faire. Le DAX continue tel un funiculaire. Il n'a absolument pas bronché. Donc, il n'y a rien qui ne fait rien à ce marché. Et je termine sur une anecdote qui va vous rappeler quelque chose, je pense. Mercredi soir, au moment où Powell, ou petit papa Powell, sort de sa hotte toutes les merveilles que le marché espérait entendre, eh bien, les valeurs shortées, ce soir-là, ont progressé 7 fois plus vite que les autres valeurs du S&P 500 non shortées. Là, je crois aussi qu'on est sur des extrêmes. Voir des valeurs shortées grimper 7 fois plus vite, ça veut dire qu'on a effectivement continué de casser les genoux, de broyer les quelques vendeurs qui restaient sur le marché depuis la fin octobre. Et depuis 2 mois, en fait, presque tous les jours, vous avez des gens qui, quand même, osent vous dire un petit peu à demi-mot, on n'était pas parti pour monter ce matin, mais on a pris les vendeurs à découvert à contre-pied et c'est eux qui sont venus acheter entre 17h, 17h30 et 21h30 et 22h à Wall Street. Donc c'est en fait un rallye qui s'alimente de la prise à contre-pied systématique des vendeurs parce que des acheteurs, il n'y en a pas. Si on fait des séances à 1,3 milliard à Paris, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Alors on en crée en obligeant les vendeurs à se racheter. Romain, sur la participation du marché à la hausse, là, est-ce qu'on s'affranchit un peu des Magnificent Seven? Est-ce que le marché trouve, dans certains segments, secteurs de la cote qui ont pu être laissés pour compte, trouve des relais? C'est ce que vous sembliez dire tout à l'heure. Il y a un peu plus de participation quand même quand on regarde la largeur justement du marché. C'est effectivement, mais en fait, c'est comme si ça avait déjà eu lieu à court terme en tout cas. Si on regarde, il y a eu quand même une séance de hausse du Nasdaq avec une baisse généralisée des Magnificent Seven. Elles ont toutes baissé et pas de 0,2%. Elles ont baissé de plus d'1% chacune jusqu'à 3% pour certaines. Donc, il y a eu effectivement une ouverture de la participation sur une partie de la cote et du Nasdaq. Probablement. Simplement, comme le disait effectivement Philippe, comme on l'a expliqué, il y a des rachats de short aussi, mais ce sont des signes intéressants. Sur les valeurs parisiennes, celles que je regarde le plus, on a déclenché des choses, mais on est déjà allé chercher des cibles hyper importantes. Alors je ne sais pas si je prends un cas de figure comme Capgemini, elle est sortie d'une congestion de 2 ans, elle a déjà touché une première cible aux alentours de 193,45. Sa cible, la cible légitime graphique de la sortie de congestion, c'est 222. Mais est-ce qu'elle va pouvoir aller toucher ces niveaux-là tout de suite? Je ne sais pas. En fait, je pense, et c'est d'après ce que je vois pour la participation, il s'est passé des choses sur les futurs. Il y avait 2 800 000 contrats ouverts sur l'Eurostoxx au 15 septembre. Je vous ai parlé d'une position ouverte qui était extrêmement basse sur l'Eurostoxx. La moyenne avant, c'était 4 millions sur l'année et demie qui avait précédé. C'était 4 millions de contrats. 2 87 000. Là, on arrive à l'échéance avec 2 957 000 contrats. Donc, il y a une grosse création. Mais on a eu ce contre-pied technique. Donc, on ne peut pas encore distinguer quelle va être la part de technique dans cette et ce qui va ressortir après l'échéance. Donc c'est ce que disait Jean-Louis. Il faut laisser la poussière retomber. On n'a pas de lisibilité très claire. Maintenant, il s'est quand même passé quelque chose. On est passé d'un état d'esprit à l'autre de façon trop rapide. Donc à court terme, et ce dont j'ai peur, c'est qu'on s'ennuie un petit peu dans les jours, dans les semaines qui viennent, parce qu'il ne va plus y avoir un vendeur dans ce marché, à moins qu'il y ait un signal ou un déclencheur. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a vu dans toute cette hausse, ils se sont fait coincer, et c'est aussi ce qui a alimenté la hausse, et une hausse sans volume. C'est que quand il n'y a pas de vendeur, le marché monte de lui-même, il est aspiré à la hausse. Donc,
Sur les indices, je ne m'attends pas à des progressions encore très fortes. Alors on peut chercher des extensions. Sur le CAC 40, on était grossièrement entre avril et septembre entre 7002 et 7006. On est descendu à 6008, j'arrondis. On a réintégré le trading range d'avril à septembre, 7002, 7006. On est en train d'essayer de le déborder par le haut. On oscille autour. Je ne suis pas sûr qu'on ait le momentum pour le faire, compte tenu du rebond qu'on vient de connaître, de la période, des excès techniques qu'on vient d'expliquer. Mais si on s'installe au-delà de 7006, graphiquement, techniquement, ça nous donne un range de taille équivalente et on doit aller chercher une zone 7940-8000. Donc ça fait 5% par rapport au cours actuel et encore. Donc si c'est le score pour l'année prochaine, ce ne sera pas une très forte hausse des indices. Les 8000 sont à 5%. Les 8000 sont à 5%. Donc graphiquement et techniquement, j'en sais rien et je ne veux pas faire de conjecture là-dessus parce que c'est du pari. Il va falloir voir. Les prochaines journées, les dernières séances là vont être sont trop déterminantes. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le consensus est vraiment devenu très très optimiste. Est-ce qu'on arrive à consolider rapidement, et ce serait tant mieux pour avoir une configuration technique plus saine, pour pouvoir laisser d'éventuels acheteurs rentrer, etc. Ou est-ce consolider, ça veut dire nous ramener à 15 530 sur le Nasdaq 100, autour de la médiane du range sur le CAC 40, 7000, on a dit 7002, 7006, 7004, 7393 sur le futur. Ce serait, ça peut être ça et on peut s'ennuyer un petit peu. En revanche, il s'est passé d'autres choses ailleurs et en dehors des indices. C'est individuellement sur les valeurs et sur les secteurs qui étaient en retard. Et ça, il va falloir voir si on le confirme ou non. On avait évoqué le mois dernier ce qui se passait sur le secteur de l'immobilier. Ça s'est confirmé. Et les cibles sont atteintes en feu. Mais au point près. C'est-à-dire que les graphiques qu'on avait étudiés ensemble il y a 3 semaines sur Unibail, les cibles sont atteintes au centime près, 68,15. Mais donc c'est d'une technicité et d'une propreté absolue. 63% de hausse depuis octobre pour Unibail. Donc ce secteur-là a payé, il a déjà fourni son premier effort. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? C'est toujours possible, c'est le sens de la tendance, mais pour l'instant, on a déjà atteint des cibles de court terme. Donc il va falloir faire une pause. Il y a eu aussi le secteur des petites et moyennes capitalisations. Je ne sais pas si on peut parler d'un secteur, en tout cas d'un segment de la cote. Il s'est passé énormément de choses. C'était les moyennes. On s'est passé aux petites ensuite. Et il se passe énormément de choses. Il y a des OPA qui apparaissent sur de nombreuses valeurs. Et ça entraîne et alimente de la spéculation. S2I qui fait ouvrir des mouvements sur Itélink, Micropole, Obey. Tout le secteur des SS2I là, se retrouve effectivement embarqué. Qui était en bas et sur le niveau de support et qui retrouve de l'intérêt. Donc il se passe des choses. Et là, il est probable que ça donne quelque chose. Puis il y a un dernier secteur aussi où ça bouge, même deux. Alors il y en a un qui est plus sportif, plus compliqué, c'est le secteur, je vais en parler d'abord, c'est le secteur des biotech. Même sur et medtech, il se passe des choses aussi. On l'a vu sur le secteur des biotech américains, le Nasdaq Biotech, où ça a explosé depuis quelques jours aussi. Et puis il se passe quelque chose aussi du côté des énergies renouvelables, où là on voit des retournements de tendance, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc il y a quand même une participation qui s'élargit. Maintenant, on a déjà atteint des cibles sur pas mal de valeurs. On arrive à des niveaux de résistance. On voit des divergences. On voit des excès. Il n'y a pas de figure de retournement du tout, mais un besoin de digérer un mouvement qui a été brutal. Et donc, on va devoir attendre comment tout ça se décante à court terme. Sur les small, Jean-Louis, on en parlait déjà au moins l'échéance précédente, voire on a commencé à en parler peut-être même au cours du mois d'octobre, où là on constatait que c'était les enfers pour les small caps en octobre. On était vraiment au fond du gouffre. Bon, force est de constater, effectivement, partant des enfers, il y a quand même un regain de dynamisme et d'intérêt là. Oui, bien sûr. Mais alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas un peu l'effet FOMO, la cupidité de certains qui se disent ça monte, je vais y aller, etc. Moi, globalement, si vous voulez, quel pourrait être le moteur d'une hausse, 8000 points. D'une hausse je comprends, additionnelle, partant du principe que on est vraiment très 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 optimiste sur l'ampleur de la baisse des taux sur 2024, sur le moment de la baisse des taux de 2024. Et là, c'est vrai que Christine Lagarde a été assez claire. Ils n'en ont même pas parlé. Donc c'est comme un... Et John Williams de la Fed de New York nous dit aujourd'hui que c'était pas le cœur de la discussion du FOMC mardi et mercredi au sein de la Réserve fédérale américaine, contrairement à ce qu'on a compris de la conférence de presse ou de la manière dont Jérôme Powell a évoqué ces sujets-là. Oui, donc il y a quand même... Donc là, vous dites, il y a de quoi se faire peur. C'est-à-dire, le scénario est tellement pricé pour la perfection qu'il y a de quoi se faire un peu peur.
il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi, Et tout le monde réfléchit. Oui, mais On réfléchit toujours. Mais je trouve que ces marchés, justement, ont bien réfléchi depuis le début. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de panique. Il y a jamais, même à 6008, il n'y avait pas de panique. Hein. Non. Les stratégies vendeuses qui ont coûté cher, c'est pas tellement le montant du pari, c'est l'ampleur de la hausse. Oui, bien sûr. On est bien face sûr. à un mouvement de 14,5% partant de fin octobre. Puis sur les taux, quand on regarde les Bien mouvements sûr. sur les taux, des mouvements de 20 points de base, intraday, Tous les sur du niveaux. 10 ans, du 20 ans, du 30 ans, ça arrache les shorts. Ça. ça Les fait- short taux, c'est terrible. encore plus violent que des short actions de ce point de Les vue-là. montants sont Bien plus sûr. importants. Ouais, ouais. Donc voilà, et donc techniquement, si vous voulez, on est allé au bout de quelque chose. Fondamentalement, on est allé au bout de quelque chose. Cette anticipation. parce Donc que ça, on a pricé, ça y est. moi, Oui. moi, là, ce que j'ai fait sur le plan pratique, c'est que j'ai allégé des valeurs D'accord. endettées. Par exemple, j'avais joué Elior, par exemple. Bon, pas aujourd'hui, mais hier soir, hop, j'en ai vendu la moitié. D'accord. Il y a plein de valeurs comme ça, comprends. j'en ai vendu. Je me suis dit, je vais vendre. Je me suis dit encore, ils vont nous sortir un truc avec la Powell, ça va encore peut-être exploser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais acheté des calls 4750, échéance 22 décembre. À 8, il est monté à 49. Durant la hausse, j'ai vendu un tiers La en pause. futur. Ouais, ouais. Non, en futur. Et le marché à côté de monter, et j'ai fait donc 100% en poudre synthétique, donc en décalage, en jouant gratuitement, puisque on était dans la monnaie. Et là, aujourd'hui, voyant ce qui se passe, j'ai vendu mon call 4750 jusqu'à 49, 50, et j'ai racheté du 4820 12 janvier. Là, voilà. Donc j'ai décalé. Donc je rends moins et j'ai vendu un petit peu de poudre parce que je me dis le marché il va pas baisser non plus très vite. Donc voilà, j'ai fait des stratégies comme ça. Je pense, et je suis pas payé pour vendre le bouquin de Romain, je pense que c'est une phase de marché aujourd'hui où il faut aller sur les options pour éventuellement monter des stratégies. Si on est vraiment optimiste, on peut acheter par exemple du call 7007. Moi hier je l'ai payé 53, je crois, un truc comme ça. Je l'ai revendu à 70. Je vais travailler avec, mais je ne l'ai pas bien payé. Il a même baissé encore après. Mais voilà. D'accord. Faut pas être plus agressif que paye ça. avec 9 de vol, 9-10 de vol, 10 de vol. Et dès qu'on va un peu plus loin, sur des deltas de 0,3, 0, on va avoir même du 8,5 de volatilité implicite. Chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Mais à la monnaie, on est à 10,5. 10,5, ça nous ramène décembre 2019, octobre, novembre 2019, là. Mais bon, où le marché, où j'avais dit, attention, maintenant, il faut se barrer, parce que s'il y a un catalyseur négatif, ça peut faire. Oui. C'est pas encore le cas. Il faut du temps, quand même. Vous voyez, il faut qu'on passe du temps dans ce genre de schéma et de ce genre de configuration de marché. Je pense que qui achète... Donc, c'est pas barrez-vous. Non. Qui vend des options? Ce sont les market makers qui savent faire leur boulot. Les gérants, les spéculateurs, ils sont pas tellement encore, et surtout les gérants, ils sont plutôt encore acheteurs d'options. Même ils cherchent à se couvrir, etc. On n'est pas dans la vulnérabilité. Philippe, vos commentaires sur ce qu'on est en train de décrire en plateau. Puis je voulais bien aussi qu'on parle avec vous peut-être du Forex, parce que derrière la baisse des taux, les anticipations de baisse de taux, le pivot de la Fed, effectivement, il y a du mouvement un peu plus, en tout cas sur les devises ces derniers jours, que ce qu'on a pu observer précédemment. Ouais, là on va dire qu'il y a une sorte de conflit, de duel d'agenda, enfin de prévision. Est-ce que la BCE est la première à dégainer les baisses de taux parce qu'on est déjà en récession sur les États-Unis? La dernière fois, on nous a annoncé plus 5 de croissance et on sera probablement encore à 3,5 au quatrième trimestre. Donc logiquement, c'est chez nous que la baisse de taux semble la plus impérieuse pour éviter d'aller droit dans le mur. Je rappelle que l'Europe, enfin les pays de la zone euro vont émettre l'année prochaine un record absolu. Là encore, on peut
on peut peut-être de temps en temps essayer d'évaluer ce que ça va impliquer. 1240 milliards d'émissions obligataires. C'est 1240, donc c'est le record absolu. Et le niveau moyen, on va refinancer ces 1240 milliards en imaginant, moi je vais être très optimiste, je vais aller sur une hypothèse de moins 100 sur les taux européens, donc on finira peut-être 2024 à 300 ou à 275 points. Ça veut tout de même dire que l'on va refinancer la plus grosse enveloppe avec les taux les plus élevés qu'on ait eus depuis pratiquement 2007-2008, avant que les taux s'effondrent littéralement. Donc l'ardoise va être absolument colossale. Il y a un moment où ça va forcément soit impliquer une hausse de la fiscalité, soit de l'austérité. Alors je sais bien qu'on n'est absolument pas prêt à subir un choc de type argentin. Et les marchés se disent une chose, si la baisse des taux, ça ne suffit pas pour nous éviter une récession, et alors que la facture de l'endettement va être la plus élevée de l'histoire, du coup, est-ce qu'au bout du bout, on ne verrait peut-être pas poindre un retour de la planche à billets si d'un seul coup, les marchés commençaient à pousser des cris de douleur? Et on sait que chaque fois que les marchés redeviennent volatiles, vous avez immédiatement tous les bons médecins de Wall Street qui se penchent sur le cas de ce patient qu'on ne peut pas laisser évidemment tout sauter, souffrir, etc. Alors, je vais juste préciser quelque chose. Le Forex, donc, les anticipations, elles vont se croiser, se recroiser. Tant que l'euro ne refranchit pas les 1,1060, on va dire que pour l'instant, la tendance reste quand même plutôt haussière moyen terme sur le dollar. Alors, si le dollar reste plus fort que l'euro, et ça serait logique vu le différentiel de croissance, peut-être qu'à un moment, ça finira par gêner un petit peu les valeurs exportatrices américaines. Mais pour l'instant, Wall Street est sauvé. Et on ne l'a pas évoqué, mais le SOX, l'indice des semi-conducteurs, bat aujourd'hui même, jour des 4 sorcières, bat aujourd'hui son record historique absolu à 4160. Autrement dit, on est à plus 30 sur le SOX depuis le 26 octobre dernier, on est à plus 66 depuis le 1er janvier, et on est à plus 257 depuis 5 ans. Donc, cherchez pas trop si les taux, c'est important, pas important. Quand vous regardez le SOX, et là, je dirais qu'on peut parler des 12 mercenaires, les 12 producteurs, les 12 principaux producteurs de semi-conducteurs, vous avez quelque chose qui est résilient à tout, absolument à tout. Les guerres, les risques électoraux, la hausse des taux, la baisse des taux. Vous regardez le SOX, il monte tout le temps. Hausse, baisse, ça n'a aucune importance. Donc, si je devais faire un call sur 2024 en étant très optimiste, pour moi, le SOX, c'est le symbole de quelque chose de totalement invulnérable. Donc, il faut avoir du SOX en portefeuille pour 2024, Philippe. On entame la tournée des convictions, là. Donc, ça, c'est votre conviction 2024. Vous voyez mon sourire. Le SOX, il prend 66% en 2023, alors que le S&P est à plus 22. On est au-delà, bien au-delà donc des plus 50 du Nasdaq. On est sur des niveaux de surachat qu'on n'a pas vus depuis mars 2000 sur les dot-com. Voilà, ces valeurs-là qui composent le SOX, leur rendement, il n'est même pas de 0,4%. Même s'ils sont tous très profitables, on les paye tellement cher qu'il n'y a pas de rendement. Donc, si vous voulez, on ne joue que la poursuite de l'expansion des multiples, la hausse des cours, mais il n'y a rien. Mais moi, je veux un vrai call, Philippe. Je ne veux pas un call ironique. Je veux une vraie conviction. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore avoir du SOX pour 2024 ?
Non, moi pour 2024, mon call, mais qui reste un petit peu conditionnel, c'est le retournement à la hausse du nickel, du lithium, du cuivre. Et ça me donnera a priori un bon signal moyen, voire long terme. Donc moi, je suis plutôt tenté d'être vraiment dans le concret. Plutôt très bien. Métaux. Dans l'extra. Métaux industriels, alors. Très bien. Métaux industriels chez Philippe pour 2024. Oui, Philippe ? Alors, métaux participant à la transition énergétique. Précisément, pas l'acier, donc pas le zinc. C'est un call très clair. Le compartiment des métaux dédiés à la transition énergétique. Ça, c'est le call de Philippe pour 2024. Romain ? Je devais en choisir, on en a parlé, et moi j'en avais plusieurs des calls. Donc je devais en choisir un, et je vais choisir l'argent. Parce que on n'est pas très loin, hein, c'est un peu la même idée, mais là c'est spécifique argent. C'est spécifique argent. Pourquoi l'argent plutôt que l'or déjà ? Parce que la configuration graphique est meilleure. Elle est excellente, elle n'est pas déclenchée. Il faut passer à 24-40, puis la zone 25-32, 26-68. Et là, on ouvre la voie à une figure de retournement haussière, et on a en mire 34-78 au moins. Il y a de l'accumulation dessus. Alors c'est hyper volatile, donc c'est un peu difficile à travailler, mais en conservation. On accumule tant qu'on est au-delà de 21, donc il faut supporter cette volatilité. Je sais qu'on en parle souvent ensemble, mais c'est toujours un peu plus haut. C'est-à-dire commencer à 19, c'est plutôt 24, même avec la volatilité qu'on connaît, parce qu'on est repassé par 20 depuis. Mais la transition énergétique, bien sûr, et donc c'est un métal indispensable pour ça. C'est un métal qui rattrape. Les consommations sont 5 fois inférieures aux préconisations des grands organismes pour la transition énergétique. C'est valable dans l'éolien, c'est valable dans le photovoltaïque, c'est valable dans l'automobile. Et donc, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, et que c'est aussi un actif qui peut être refuge, qui donc peut présenter un intérêt. Une décorrélation, être refuge, effectivement. Et un arbitrage intéressant. Vous avez droit à une deuxième idée. Alors, deuxième idée, alors il faut sélectionner. J'aime bien, je regarde les équipementiers automobiles, il se passe des choses là. Forvia, elle a pas mal bougé aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Donc c'est vraiment, puis toujours du côté de la transition énergétique aussi éventuellement, puisque eux, ils sont prêts pour ça, quels que soient les constructeurs qui vont y gagner. Eux seront plutôt équipementiers que constructeurs. Plutôt équipementiers que constructeurs, même s'il y a encore des choses à faire probablement du côté des constructeurs aussi. Mais effectivement, donc ça peut être le deuxième. Bien, mais on est vraiment dans le thème de la transition là, entre les métaux de Philippe, l'argent, les équipementiers automobiles pour vous. Deuxième call. Après, c'est pas un call, mais c'est une piste, parce qu'on donne aussi des repères à ceux qui écoutent. Vraiment, quand je dis stock picking, c'est d'aller regarder les valeurs, et là, le graphique peut aider. On peut avoir des configurations qui s'y prêtent avec des valeurs, mais regardez aussi le fondamental sur des dossiers et des secteurs. Il y a des choses qui se passent en ce moment, et ça c'est plus large, mais quand il y a ces périodes de marché où c'est les smalls qui reviennent, etc., où on voit commence à avoir des OPA, c'est souvent aussi une dernière phase de hausse. Alors ça ne veut pas dire que c'est pour 2024, mais et il peut y avoir de la concentration, des choses qui se passent de ce côté-là, et donc pas mal de dossiers à regarder, et donc du côté des petites et moyennes capitalisations. Et là, il y a des configurations qui peuvent être intéressantes graphiquement. On ne repère pas toujours tout, mais donc dans certains secteurs, de regarder bien les valeurs individuellement et les dossiers, de connaître un peu les histoires des entreprises. Mais ça peut bouillonner à nouveau dans le secteur des smalls en 2024. On voit qu'il y a du cash et le marché réintéresse. Voilà, on se plaint des volumes actuellement, mais on sait pourquoi. Il y a une alternative à 4% en garantie, plus ou moins, et encore chez nous, c'est 4. Aux États-Unis, ça va jusqu'à 5, 6, 7. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'il y a moins de volume, mais on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est pas un call précis, mais c'est une façon de fonctionner, de regarder ce marché. Il va falloir passer beaucoup de temps à regarder le dossier. Les secteurs, individuellement, il y a pas. C'est une orientation stratégique. Exactement. Stock picking. Vraiment. Je pense qu'on va avoir pas mal de boulot. Ça va être intéressant de ce côté-là de bien choisir les dossiers. Il y a aussi des contre-pieds qui sont violents. Oui. Marché, faible liquidité, petite valeur, etc. C'est des mouvements d'amplitude mais il y a de bonnes surprises comme impressionnants parfois. Chargeur, effectivement, Atos. Oui, il y a la série des OPA est lancée là pour l'instant. Jean-Louis, votre call, une conviction, une idée pour 2024. Alors traditionnellement, les débuts d'année sont favorables au mid et small. C'est vrai qu'il y a une activité. Souvent, en fin d'année, il y a des ventes comme ça sur des valeurs qu'on ne veut pas voir dans les portefeuilles, etc. Donc voilà, janvier, février, mars, pas forcément sur 3 mois, mais il y a des fortes périodes d'intérêt.
Tout à l'heure, je vous disais justement le lithium. Moi, c'est drôle parce que Philippe en a parlé et vraiment, on ne sait pas parler puisqu'il n'est pas sur le plateau. Mais c'est vrai que moi, je me disais, il y a des matières premières comme ça qui pourraient être un petit peu intéressant à acheter et dans une perspective long terme. Hein, parce que avoir une conviction comme ça, c'est une conviction longue. Oui, on parle d'investissement là. Voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui pourrait, en France, par exemple, prenons la France, prenons le CAC 40, la galaxie Bolloré, Vivendi, tout ce qui va se passer autour. Alors, Vivendi rentre dans le CAC. On va mais être déjà, dispersé peut-être dès l'an prochain. c'est ça. Bah oui. Il va y avoir des splits, et il va y avoir alors Havas, etc. Alors voilà, mais il va se passer plein de choses autour. Oui, mais alors, c'est-à-dire concrètement quoi? On achète du Vivendi et on attend? Alors oui, ça peut être une bonne idée, déjà, premièrement. Du Bolloré, pourquoi pas? Moi, je pense que Bolloré peut décoller. En tout cas, Lagardère, enfin voilà, tout ça, il y a un intérêt spéculatif qui n'est pas pricé. C'est un peu le track record de Vincent Bolloré de savoir créer et recréer de la valeur, externaliser de la valeur dans ses conglomérats et les groupes qu'il a pu diriger. Il l'a fait plusieurs fois, on a déjà eu l'occasion de voir à l'œuvre. Pas un mauvais. Et donc là, voilà, il repart avec l'idée de démanteler son groupe. Je pense qu'il faut regarder ça de près. D'accord, mais c'est très bon call. Très bon call, ça, c'est un call aussi. Bon call. Ouais, Romain, vous dites, vous validez? On avait recommandé Bolloré nous, récemment, donc, et on regardait Vivendi. Et donc lundi, retour de Vivendi dans le CAC, qui va, qui vient, qui sort, qui revient, pour être potentiellement dispersé, splitté dans les prochains mois et les prochains trimestres, si jamais c'est la stratégie qui est définitivement validée et confirmée par Vincent Bolloré. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été là tout au long de cette année. On se retrouve bien sûr l'an prochain, toujours le 3e vendredi du mois pour les échéances de marché avec nos 3 sorciers de Smart Bourse, Romain Daubry évidemment, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, et Philippe Béchade qui nous accompagnait, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois, dans le sillage de l'échéance de marché des 3 sorciers. C'est notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Clémence Tanguy qui est avec nous pour ce rendez-vous mensuel, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous avec un parfait sujet qui se prête parfaitement à la situation de marché qu'on connaît, puisque tous les grands indices sont à leur sommet annuel ou historique, et donc se pose la question du timing pour investir en bourse. Et c'est vrai que quand on a des indices au sommet, parfois ça peut effrayer en se disant oulala, est-ce que j'achète pas trop tard, est-ce que c'est déjà pas trop tard pour acheter quand on a connu des rallyes comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le market timing. Exactement. Alors c'est la tentative de prédire le marché pour pouvoir entrer sur un plus bas. Alors, ça peut se conjuguer à toutes les classes d'actifs. Alors, il y a la bourse, évidemment, les actions, mais on a aussi les obligations, l'immobilier, matières premières, absolument tout. Bon, là, on est dans Smart Bourse, on va quand même parler de la bourse, du marché action. Pour n'importe quel actif, se pose la question du timing. Est-ce que c'est le moment d'acheter un appartement? Est-ce que c'est le moment d'acheter une action? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette manière de réfléchir? Parce que il y a cet adage dans les marchés qui nous dit « timing is crucial ». Pour des professionnels, de l'investissement, pour des traders, la question du point d'entrée, la question du timing est parfois un sujet important. Tout à fait. Mais pour l'investisseur particulier, pas vraiment. En fait, c'est plutôt une très mauvaise question. Alors, parce qu'il y a quand même 2 cas de figure où ça va s'avérer catastrophique. Alors, la première, c'est le CAC à son plus haut. Les indices boursiers à leur plus haut, de manière générale. Donc, on se dit, oui, alors effectivement, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour investir parce que ça va pas durer longtemps, surtout qu'il y a la récession qui pointe, tout ça. Ça va pas très bien du côté de l'Allemagne. Enfin bon, on n'a pas des perspectives extraordinaires. Ça monte seulement avec les taux d'intérêt qui, normalement, devraient connaître un assouplissement l'année prochaine. Bon, bref, il y a quand même plein de bonnes raisons de se dire que ça ne va pas durer et que donc on va rentrer sur un plus haut, donc il faut attendre.
Mais le problème, c'est que les gens qui disent ça sont généralement ceux qui, quand le CAC était à 7000 points, allaient vous dire oui, mais en fait, c'est pas sûr qu'on soit en bas, donc ça va sûrement descendre encore. Donc, il vaut mieux attendre pour acheter plus bas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est une excuse pour ne jamais les investir. Donc, on ne rentre pas sur les marchés. Et puis surtout, quand on est à moins 15 ou moins 20, là, on se dit, là, c'est les ça. Non, là, il n'y a plus personne. Moi, je l'ai vu, 25. Mais je vais attendre pour acheter, ça perd 5. Non, je vais attendre, ça perd 10, ça perd 15, ça perd 20. Non, là, on va perdre 30 ou 40, donc j'arrête, je ne rentre plus dans le marché. Le particulier est quand même très mauvais, généralement, pour le market timing. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On l'évite. Non, parce que surtout que parfois, enfin, ça peut aussi arriver. On se dit, non, mais alors dans ces cas-là, oui, alors là, c'est super, un bon point d'entrée, je vais rentrer, tout, voilà, j'ai mes économies, je mets 20 000 balles. Ouais, mais c'est pas le bon moment, en fait. Ça. Donc, c'est quand même super, super risqué et il faut arrêter de vouloir absolument timer le marché. Alors, évidemment, on peut se dire, mais oui, mais le marché, il obéit quand même à des règles assez cycliques. Enfin, on sait très bien que les cycles boursiers succèdent, qu'on a le boom, enfin, on a c'est la récession, la dépression. Enfin, oui, bien sûr, mais d'abord, vous savez jamais quand est-ce que le crack va arriver. Alors, parce que d'abord, parfois, c'est complètement imprévisible, ce qu'on appelle un signe noir, le Covid, personne ne l'avait vu venir, voilà, ça y est, là, c'est descendu, c'est pas mal descendu. Alors, parfois, c'est quand même plus prévisible. Alors, par exemple, la crise des subprimes, on peut se dire, oui, mais on aurait pu le voir. Oui, mais en fait, on aurait pu le voir, c'est toujours beaucoup plus facile de le voir a posteriori et de refaire l'histoire. Donc, en fait, non, on peut pas se dire, prévoir le crack, c'est une très mauvaise idée. Donc, et ceux qui vous disent que là, c'est le moment, ça va descendre, ou là, ça y est, on a atteint un plus bas, il faut acheter, etc. Généralement, c'est quand même de l'arnaque, ou alors c'est des influenceurs. Ça existe sur les cryptos, mais ça existe aussi sur la bourse. Quand on est vraiment dans du pur intraday, évidemment, on se pose la question de ses points d'entrée, de sortie, etc. Quand c'est une logique d'investissement, pour un investisseur particulier de long terme, franchement, on oublie. Voilà, c'est ça. C'est pas la question, ça ne doit pas être un sujet bloquant. Absolument on ne doit pas se réfugier derrière cette question du timing pour investir ou pour ne pas investir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup ? Comment on fait Alors on investit. Tout le temps. Mais on investit tout le temps. On n'investit pas en une seule fois. On investit tout le temps, ce qu'on appelle le dollar cost averaging. On rentre, on a un point d'entrée tous les mois en fait. Voilà, c'est quand même le plus simple. Et vous achetez un petit peu tous les mois. Je sais pas, soit une somme fixe, 200 €, 300 €. Soit vous mettez un pourcentage de vos revenus si il varie, donc vous dites j'investis 10% en bourse tous les mois, voilà. Alors c'est quand même hyper facile de faire ça maintenant, parce que les courtiers ont mis en place des plans d'investissement programmés, donc c'est quand même très très simple. Et puis vous pouvez aussi le faire si vous avez peu de sous, parce que d'abord les ETF ça vous permet de vous positionner à moindre frais avec une très large diversification. Vous avez même les néo-courtiers maintenant qui vous font des fractions d'actions à partir de 1 €, donc vous achetez des centaines d'actions avec 100 € et vous entrez très progressivement sur les marchés. C'est le meilleur moyen de lisser le risque et d'avoir de la perf au bout du compte. Et puis ça permet d'avoir cette logique en tête, la logique des marchés, même comme vous dites, si c'est 50 ou 100 € par mois, c'est déjà un apprentissage et je suis exposé moi en tant qu'investisseur à des actions, à des actifs risqués, je comprends la logique du marché, je suis ça de loin, c'est pas une question de budget. Non, absolument pas, ça il faut oublier. Je reviens quand même à l'histoire du timing. Alors, le fait que les DCA soient programmés aujourd'hui, je pense que ça change aussi la donne. Parce qu'avant, on se disait, oui, je vais mettre 50 ou 100 € par mois. Alors, on le fait un mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, le quatrième mois, non, là, ça va être Noël, donc je ne vais pas le faire. Et puis après, c'est janvier, j'ai les courses de rentrée. Donc d'être programmé, en fait, exactement. Ça crée une contrainte et une obligation qui est plutôt intéressante sur le plan de l'investissement. Exactement, exactement. C'est ça qu'il faut mettre en place. Alors après, il y a d'autres moyens aussi de vouloir accroître sa performance en ayant toujours un investissement échelonné. On va parler d'investissement dynamique échelonné. Et alors, dans ces cas-là, la logique est la même. Vous investissez tous les mois une somme d'argent sur les marchés, mais elle va varier en fonction des circonstances de marché. Donc, ça veut dire que si les marchés sont chers, si vous investissez moins. S'ils sont bon marché, vous investissez plus. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous avez un ETF sur le CAC, vous vous dites j'investis 100 € tous les mois. Alors, s'il est en dessous de sa moyenne mobile, je ne sais pas, 100 jours, 200 jours, vous vous dites il est en dessous, super, je mets 200. Il est au-dessus, vous vous dites ok, je mets 50. Et il est dans sa moyenne mobile, vous vous dites je garde, je mets 100. Alors, ça va quand même permettre d'accroître encore la performance. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement simple à mettre en place. Mais bon, ça demande quand même un petit peu plus de temps, un petit peu plus de connaissances. Donc, si vraiment vous n'êtes pas familier des marchés, que vous ne voulez pas y passer du temps, rien du tout, vous
concentrer sur le DCA. Si vous voulez aller chercher un peu plus de gains et que vous avez un peu d'attrait pour ça, vous pouvez passer en investissement dynamique, et je le dis. Ouais. Très intéressant, c'est une très bonne manière de rentrer dans les marchés, de Exactement. se confronter pour la première fois parfois au marché. Les grandes leçons aussi que me donnent les boursiers avec un peu d'expérience, c'est attention, effectivement, une fois qu'on sort des marchés, c'est pareil, jamais sortir complètement des marchés. Non. Une fois qu'on sort des marchés, après, la question du timing, la psychologie fait que... Tout à fait. On retrouve jamais l'envie ou le courage ou l'élan de revenir dans le marché une fois qu'on a sorti toutes ces positions. Merci beaucoup Clémence. Merci d'être venu évoquer pour nous le sujet du market timing, qui est la fausse bonne idée, effectivement, peut-être pour les particuliers, avec d'autres méthodes et d'autres stratégies beaucoup plus douces pour justement investir chaque fois, chaque mois ou chaque trimestre, un petit peu de son épargne. Merci beaucoup Clémence. Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Je rappelle que tous ces rendez-vous sont à retrouver en replay, évidemment, sur bismart.fr, notre rendez-vous mensuel avec le Café de la Bourse, chaque 3e vendredi du mois. On se retrouvera donc évidemment à partir du mois de janvier. Voilà pour cette édition ce soir. Retour de Smart Bourse encore la semaine prochaine, bien sûr. Lundi, notamment à 13h30 pour le plan de trading avec IG et à 17h en direct pour la grande édition.